avant de céder la parole à David Mühlmann, que vous connaissez tous, je suppose, je vais quand même dire deux mots. Il est sociologue et psychanalyste. Il parle pour, je crois, la troisième fois à l'Institut. Ça fait quelques années voilà, qu'il participe à notre séminaire. Et il est l'auteur, donc, en plus du livre que j'ai présenté tout à l'heure, de deux autres livres, Réconcilier marxisme et démocratie au seuil en 2010, et puis Les étapes de la pensée psychanalytique, chez Desclée-de-Brouwer également, en 2007. Alors, je signale qu'à l'issue de cette conférence, il y aura une petite collation là dans la pièce à côté. Voilà, donc je vous invite, si vous en avez le temps, évidemment, à rester pour prolonger la soirée. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est à toi. Alors, le micro fonctionne. Oui, je pense que oui. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé, je ne dois pas être le seul. Alors, merci Gilles pour cette introduction. Donc, j'ai intitulé ce soir mon intervention Un territoire juif sans l'État. Donc, j'ai légèrement modifié le titre de l'intervention par rapport à ce qui était prévu dans le programme et ce qu'a annoncé Gilles. Je l'ai modifié suite à la publication donc, de cet ouvrage, Territoire de l'exil juif, que j'ai donc publié en novembre 2012 chez Desclée-de-Brouwer. Alors, quel était l'objet de cet ouvrage? Il s'agissait de restituer les différentes expériences de territorialisation des Juifs avant Israël, donc avant la fondation de l'État d'Israël en 1948. Il y en a eu 3. La Crimée dans les années 20, puis le Birobidjan, donc cette région autonome juive dans l'extrême est de l'Union soviétique à partir de 1928, et en parallèle, un troisième projet que je traite, qui est le projet du baron de Hirsch, grand philanthrope juif allemand, qui au tournant du 19e et du 20e siècle décida de faire venir les Juifs en Argentine, des Juifs de l'Est en Argentine, en rachetant un ensemble de territoires agricoles et de fonder des colonies juives agricoles. Alors, dans les 3 cas, il s'agit d'expériences de territorialisation juive, c'est-à-dire une volonté de regrouper les Juifs sur des territoires circonscrits, sans projet d'indépendance politique juive. Et de ce point de vue-là, le sionisme fait évidemment contraste, au sens où le sionisme, tel que nous le connaissons en tout cas aujourd'hui, vise non seulement à territorialiser des Juifs, mais également à les doter d'une indépendance politique, c'est-à-dire d'un État. Alors, je montrerai dans cette intervention combien cette vision du sionisme est une vision d'aujourd'hui, mais que ce mouvement est historiquement, je dirais génétiquement, plus complexe et plus composite, puisque s'est opposé à l'intérieur du mouvement sioniste une fraction que j'appelle territorialiste pragmatique, qui visait à trouver n'importe quelle terre de refuge pour les Juifs, et une fraction que j'appelle dans mon livre palestino-centrée, qui vise à installer les Juifs uniquement sur la terre d'Israël, Eretz Israël, et à construire un État juif indépendant. Donc c'est une tension forte qui a existé de 1896 à 1905 environ. Alors, je ne vais évidemment pas restituer ce soir l'ensemble de ces expériences, mais uniquement 2. La première, c'est le projet criméen. Alors, pourquoi présenter ce soir le projet en Crimée? La première raison, c'est qu'il est totalement inconnu. Peu de gens savent, à part quelques chercheurs, et pour des raisons que j'expliciterai, qu'il y a eu une tentative réussie d'installation des Juifs, de sédentarisation des Juifs soviétiques dans la Crimée, c'est-à-dire dans cette péninsule au sud de l'Ukraine, dans les années 20. La deuxième raison, c'est qu'il s'agissait d'un fonctionnement précisément territorial, c'est-à-dire qui s'est créé une vie juive collective sur un territoire circonscrit sans indépendance politique. Et c'est cela qui m'intéresse.
Le deuxième projet que je travaillerai, enfin le deuxième cas que je travaillerai, c'est la genèse du mouvement sioniste, justement. Parce que on voit en retravaillant cette histoire comment s'est posée à l'intérieur du monde juif cette tension entre le territoire et l'État, c'est-à-dire savoir s'il fallait uniquement doter les Juifs d'un territoire ou s'il s'agissait également de conquérir un État. Et donc il y a eu toutes des réflexions qui ont été violentes, qui sont allées jusqu'à la scission interne du mouvement, sur cette question que je trouve intéressante, qui est celle de la disjonction ou de la jonction entre l'autonomie territoriale et l'indépendance politique. Et je terminerai l'intervention par quelques éléments de conclusion, une conclusion historique, et des éléments de réflexion modestes, plus théoriques. Alors, commençons par le projet de Crimée. Alors, le cas criméen. Alors, je le répète, c'est une histoire qui est non seulement oubliée, mais qui est inconnue, et qui n'a été redécouverte qu'avec l'ouverture des archives soviétiques dans les années 1980. Elle est méconnue, en tout cas pour l'historiographie européenne, et même pour les historiens de l'Union soviétique. C'est avec le travail de certains chercheurs américains, au milieu des années 80, suite à la glasnost et la perestroïka, que l'on a commencé à redécouvrir cette histoire. Alors, revenons au contexte de la Révolution. Il faut bien voir que le renversement du capitalisme en Russie en 1917 n'avait pas simplifié la question nationale. L'Empire russe était un empire composite où chaque nation avait ses revendications particulières et où la question soviétique de construire une politique des nationalités était par essence un problème complexe. Premier élément, disons, de coordonnées du problème. Un deuxième élément, c'est que l'Empire russe, vous le savez, regroupait le plus de juifs par rapport à n'importe quel autre territoire, parce que si l'on prend par exemple le recensement de 1897, on dénombrait 5 280 000 juifs. Seulement entre 1881 et 1914, il faut préciser que la plupart de ces juifs ont migré vers les régions limitrophes à l'Empire russe pour se concentrer dans ce qu'on appelait alors la zone de résidence, the Pale, c'est-à-dire cette vaste bande de territoire incluant les pays baltes et descendant jusqu'à l'Ukraine, qui avait été construite en 1791 pour confiner les Juifs, et à partir jusqu'en 1914, environ 90% des Juifs de l'Est étaient concentrés dans cette zone. Alors le jeune pouvoir soviétique était confronté à des revendications multiples, mais il faut bien voir que la question juive était une question particulièrement complexe à traiter. La raison essentielle était que les Juifs, précisément, n'avaient pas de patrie. Ils n'avaient pas de territoire. Et l'enjeu de la politique soviétique des nationalités était, vous le savez, de transformer la condition juive. La condition juive était largement perçue, à tort ou à raison, ce n'est pas mon propos, comme une condition commerçante, une condition petite bourgeoise, comme on disait. Le juif était associé soit à l'usurier, selon une vieille tradition qui remonte au texte de Marx, la question juive, qui associe le juif à l'usure, soit alors il y avait cette condition du juif miséreux, le Luftmensch, comme on disait, c'est-à-dire l'homme d'air, ce qui était une manière traditionnelle de nommer le juif misérable. Voilà les coordonnées du problème juif tel qu'il s'est posé pour le jeune gouvernement bolchevique. Alors si l'on regarde maintenant la manière dont était envisagée la question juive par les dirigeants bolcheviques, et en tout cas au sein du marxisme russe, on voit qu'il y avait deux positions opposées, presque de manière polaire. D'un côté, il y avait une position que j'appelle radicalement internationaliste, portée notamment par Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, j'ai travaillé ce personnage dans un autre livre, donc juive polonaise, dirigeante marxiste dans le mouvement socialiste
allemand, avait une sphère d'influence qui débordait largement l'Allemagne, puisqu'elle était polonaise et qu'elle co-dirigeait le parti marxiste polonais avec son compagnon Léo Jogiches, et que comme la Pologne était à cette époque annexée par l'Empire russe, eh bien son rayonnement était très puissant. Sa position, pour la résumer rapidement et donc de manière trop simple, était une position radicalement internationaliste, au sens où elle considérait qu'à l'heure impérialiste, le combat marxiste était de construire l'unité entre tous les types de prolétaires sans revendiquer une quelconque différence culturelle ou nationale. Et que toute revendication en ce sens, a fortiori toute revendication de séparation territoriale, était par nature réactionnaire. Et de ce point de vue-là, elle s'opposait à un autre grand dirigeant, qui était Vladimir Medem, le dirigeant du Bund, le parti ouvrier juif, qui, certes, dans une perspective marxiste, avait pour viser l'unité des prolétaires, mais il considérait qu'il fallait envisager le problème ouvrier également dans ses caractéristiques culturelles. Les Juifs étaient regroupés, ils avaient leur propre vie, leurs propres éléments culturels, et donc il s'agissait certes de mobiliser les Juifs avec les autres, mais en même temps de reconnaître le fait national juif. Et il allait jusqu'à la position d'une séparation organisationnelle des Juifs socialistes vis-à-vis des autres Juifs, et en ce sens, il s'est radicalement opposé à Lénine, qui avait, comme vous le savez, une conception centraliste du parti. Alors, justement, quelle était la position de Lénine ? La position de Lénine était une position territorialiste. C'est-à-dire que la manière dont Lénine pense la question juive a une visée de territorialisation des Juifs. C'est une visée, c'est une conception que j'appelle dialectique au sens suivant. C'est-à-dire que d'un côté, Lénine, avec Medem, considérait qu'il fallait reconnaître le fait national jusqu'à donner une terre aux Juifs, et ce sera le projet criméen. Mais dans un autre sens, il considérait, avec Rosa Luxembourg, que cette mobilisation nationale culturelle des Juifs n'était qu'un moyen tactique pour les amener à la cause universelle qui était la cause de la construction de l'Union soviétique. Chez Lénine, je l'ai montré également dans le livre Réconcilier marxisme et démocratie, la reconnaissance du fait national est un moyen de mobiliser, est un moyen tactique pour mobiliser les Juifs comme d'autres nationalités dans un but plus universel, dans le sens où c'est une position ambivalente, tactique, et que j'appelle dialectique. Alors, c'est important de comprendre cela. Lénine a une position qui vise à reconnaître les Juifs au service de la construction de l'Union soviétique, mais sa perspective est celle clairement de l'assimilation. Lorsque on lit ces textes sur la question juive, qui sont le plus souvent des textes de circonstance dans sa lutte contre le Bund, je pense notamment à ces textes de 1906 et de 1907, son modèle c'est New York. Il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Le modèle c'est New York, c'est-à-dire un modèle qu'il voit comme une vaste machinerie visant à broyer l'esprit de ghetto des Juifs et qui vise à construire un Juif moderne en rapport avec les autres et non pas retranché dans ses spécificités. Alors, évidemment, New York n'était pas cela. La question n'est pas de savoir si la manière dont Lénine envisageait les choses correspondait à la réalité, mais son modèle, c'est celui de l'assimilation via la modernité new-yorkaise, très curieusement. Alors, pourquoi c'est important de comprendre, j'ai passé un peu de temps sur cette complexité-là, parce que cette pensée dialectique de Lénine sur la question juive deviendra règle d'État au moment de la construction de l'Union soviétique. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre l'ambivalence du traitement soviétique de la question juive sans comprendre la manière dont Lénine l'avait envisagée. En effet, dans la politique soviétique de la question juive, il y a ce double mouvement. D'un côté, reconnaissance du fait national juif, et donc on va doter les Juifs d'un territoire, ce sera d'abord la Crimée, puis le Birobidzhan, et en même temps, il s'agit de mater la rue juive, c'est-à-dire de faire fonctionner la dictature du parti sur les masses juives. À cet effet, fut précisément construite la section juive du Parti communiste, la fameuse Yevzetskiya. Alors, cette section juive du parti avait justement pour fonction de briser
les organisations communautaires des Juifs, brisées, les centres d'études, les yeshivot, les bibliothèques, etc., et de déreligiosiser, je sais pas si ça se dit, enfin enlever tout caractère juif et spécifique aux Juifs. Alors, ça vaut peut-être la peine de s'arrêter un instant sur comment des Juifs ont pu être motivés par cet objectif-là. Donc très rapidement, je rappellerai, parce que c'est une personnalité oubliée et je pense qu'elle a son intérêt, qui était le chef de la section juive du Parti communiste, c'était Simon Dimenstein. Alors Simon Dimenstein était quelqu'un qui est né dans un milieu juif orthodoxe, qui était un étudiant très valeureux, enfin un très bon étudiant d'une yeshiva, la yeshiva qui était réputée celle de Slobodka en Russie, et il était destiné en tant que bon étudiant à prendre non pas les rênes de la communauté, mais en tout cas d'avoir des fonctions importantes dans la vie de sa communauté. Et un jour, raconte Dimenstein, il s'est rendu compte, dit-il, que la prière et l'étude étaient une chose, et une autre chose était d'être capable, dit-il, de défendre les enfants, les femmes et les hommes qui étaient massacrés par les pogromistes russes. Et donc c'est à ce moment-là où il rejoint le mouvement d'autodéfense juive, puis le mouvement socialiste russe, qui deviendra le parti bolchevique. Voilà les éléments du projet qui se mettent en place en termes à la fois de mindset, j'ai parlé de la manière dont Lénine pense, à la fois la composante, je dirais, de complexité soviétique. Voyons maintenant le caractère inédit du projet criméen. C'est un projet qui est inédit parce qu'il fut le fruit d'une collaboration entre, d'un côté, les dirigeants bolcheviques, qui visaient donc à territorialiser les Juifs, et en même temps, un engagement extrêmement fort de la philanthropie juive américaine. C'est-à-dire que quand on regarde concrètement les choses, au début des années 20, il y a une collaboration active entre les grands dirigeants de la philanthropie juive américaine et les dirigeants bolcheviques, au moment même où le communisme est en pleine expansion, qu'il y a évidemment cette fracture entre les deux types de modèles de société, eh bien, on assiste tout de même à cette collaboration extrêmement fructueuse. Pour comprendre la question, il faut bien voir ce qu'était la philanthropie juive américaine. On a aujourd'hui du mal à l'imaginer, mais il y avait déjà des juifs extrêmement riches aux États-Unis, très influents, notamment des juifs d'origine allemande, des juifs ashkénazes d'origine allemande, des grandes familles, comme on les appelait à l'époque. Il faut voir également que cette philanthropie était territorialiste et non sioniste, c'est-à-dire que ces dirigeants juifs, ces philanthropes juifs, considéraient que le réalisme, c'était d'aider les juifs là où ils vivaient, c'est-à-dire dans les territoires de la socialité juive traditionnelle, en Europe de l'Est et en Union soviétique, et non pas de s'investir dans le projet qui paraissait à l'époque utopique d'exporter les juifs vers la terre improbable de Palestine. Donc ils étaient territorialistes et ils n'étaient pas sionistes. Alors, ils s'étaient regroupés, ces philanthropes américains, dans un American Jewish Committee, 1906, qui devint plus tard le Joint, le fameux Jewish Distribution Committee, 1914, qui est une institution célèbre et qui existe d'ailleurs encore, mais d'une autre manière. Et, phénomène très intéressant, c'est qu'à partir de 1920, au sein du Joint, commence à se créer une section, une organisation qui vise à installer sur la terre, au sens de la terre agricole, à vouloir construire des fermiers juifs en Europe de l'Est. Et c'est l'Agro-Joint, en 1924, qui deviendra l'Agro-Joint en 1924. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est qu'au moment où, dans le fleuron, si vous voulez, du Joint, eh bien, et de la philanthropie juive américaine, va émerger cette volonté d'installer les Juifs sur une terre et d'en faire des agriculteurs. Et donc on voit bien là qu'il y a dans les représentations une manière conjointe de penser le problème juif entre les dirigeants bolcheviques et la philanthropie juive américaine. Alors là aussi, il faut peut-être s'arrêter un instant sur les individus qui ont construit ce projet d'agro-joint et la volonté de construire une classe ouvrière agricole juive en Union soviétique. Parce que
pourquoi des grands philanthropes, des grands bourgeois juifs américains, tout d'un coup, ont valorisé le projet criméen aux yeux des dirigeants bolcheviques. Pourquoi ils se sont déplacés, pourquoi des cadres américains sont allés en Crimée pour installer agronomes, formateurs, tracteurs, etc. Donc il faut, je pense, pour comprendre aussi ce phénomène-là, au-delà des grandes tendances macro-sociologiques ou géopolitiques, comprendre aussi les motivations individuelles. Alors, venons-en au dirigeant de l'AgroJoint, qui était James Rosenberg. Alors, James Rosenberg, qui était-il? Lui aussi était né dans un milieu juif orthodoxe, en Pennsylvanie. Et quand on travaille un peu sa biographie, on voit que lorsque sa famille quitte la Pennsylvanie pour aller à New York, eh bien, adolescent, il se tourne vers ce qu'on appelait à l'époque l'humanitarisme, qui était un courant très en vogue chez les juifs ashkénazes, notamment chez les juifs ashkénazes d'origine allemande. L'humanitarisme, pour le dire rapidement, c'est une forme d'humanisme qui consiste à aider les juifs. Bon. Et quand on regarde la manière dont Rosenberg se conçoit dans son adolescence, il se dit précisément tiraillé entre d'un côté l'orthodoxie juive de sa famille et la chrétienté de son environnement. Et donc, à ce moment, l'humanitarisme constitue une solution idéale, puisque d'un côté, elle vise quand même à s'occuper de choses juives, sauver des juifs, et en même temps s'en occuper de manière non religieuse. Donc ça, c'est un premier moment important dans la vie de Rosenberg qui explique son premier intérêt pour l'idée de sauver des juifs. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'humanitarisme à la sauce Rosenberg, je dirais, est un humanisme particulier parce qu'il s'agit pour lui, pour sauver les juifs, de les installer sur la terre agricole, c'est-à-dire d'en faire des fermiers. C'est là aussi on peut se demander d'où vient cette idée curieuse. Alors, il faut voir là aussi, quand on rentre dans des considérations biographiques, que pour Rosenberg, c'était un artiste naturaliste raté. Donc il voulait faire une carrière dans l'art, et il ratait. Et son père dirigeait une usine de vêtements, et Rosenberg fit différents stages professionnels dans l'entreprise, et à chaque fois, il rata son insertion professionnelle, et il alla dans d'autres entreprises, et à chaque fois, il y eut échec. Et donc, Rosenberg se dit à un moment dégoûté par le monde de l'entreprise, et la crise du capitalisme qui s'amorce dans les années 20 aux États-Unis ne fera que renforcer son sentiment de dégoût. Et donc, d'un côté, il se trouve, là aussi, second tiraillement, je dirais, entre une volonté d'être un artiste naturaliste, et de l'autre côté, un dégoût du capitalisme et du monde de l'entreprise incarné par son père. Et c'est à ce moment-là où il conçoit une sorte d'humanitarisme panthéiste, c'est-à-dire qu'il va concevoir que les Juifs de Crimée doivent être sauvés en les installant sur la terre et en faisant des fermiers. C'est une manière déplacée de gérer cette frustration d'artistes naturalistes en s'intéressant à la terre et en faisant des Juifs, non pas simplement des gens à sauver, mais des gens qui auront une régénération à la fois physique et spirituelle par un rapport fort à la terre. Il dit, Rosenberg, Dieu est dans le monde et la nature est cette terre promise pour qui sait s'en rapprocher. Il compare d'ailleurs explicitement le juif à un bœuf qui a les vertus, dit-il, de la patience, de la lenteur, qui, comme un animal domestique, sait se mettre en liaison avec la nature. Donc il vante les qualités morales du bœuf dans sa proximité à la nature comme étant des qualités que devrait avoir le juif. Et il décrit même la physionomie du juif de Crimée de manière tout à fait particulière, puisqu'il la décrit sous le mythe du juif arien, blondeur et yeux bleus. C'est-à-dire, il décrit une espèce de santé, de régénération par un rapport du juif à la terre en Union soviétique, par contraste avec le juif chétif des villes, notamment à New York. Voilà les éléments biographiques qu'il me semblait intéressant de pointer pour comprendre cette rencontre inédite entre les États-Unis, entre la philanthropie américaine et l'Union et la question juive telle qu'elle est traitée en Union soviétique. Alors, ce fut donc un projet
inédit du point de vue soviétique. Alors, on savait jusqu'à l'ouverture des archives dans les années 80 qu'il y avait une fascination de Lénine et de Staline pour le management américain, pour le taylorisme et le fordisme. Ça, on le savait. Mais on n'avait pas encore une expérience concrète qui permettait de montrer combien cette fascination pour le capitalisme, d'une certaine manière, et pour la technologie, et pour le productivisme, s'était concrètement incarné. Et le cas de Crimée montre cette concrétisation de cette fascination du pouvoir bolchevique pour la technologie et le management. Car, que s'est-on aperçu en travaillant ces archives? On s'est aperçu que cette collaboration entre les États-Unis et l'Union soviétique sur la question juive avait transformé de manière radicale la morphologie de la Crimée rurale traditionnelle. Rosenberg et son adjoint, qui s'appelait James Rosen, ont fondamentalement transformé la condition agricole de Crimée en fondant des colonies agricoles juives. Là où avant il y avait des parcelles individualisées, tenues notamment par les fameux agriculteurs aisés, ennemis du régime, les fameux kulaks, eh bien, Rosen et Rosenberg ont envoyé des systèmes de mécanisation, des tracteurs alors inconnus en Union soviétique, des formateurs, des agronomes, des techniciens sur place. Et il y a eu, c'est indéniable, une modernisation technologique et une modernisation économique, une véritable richesse agricole qui s'est développée sous l'effet de ce projet de colonie agricole juive, à tel point que dans la propagande soviétique, eh bien, la Crimée était considérée comme un modèle de réussite agricole, à la fois dans la propagande d'État, mais également dans la littérature, dans la poésie. Je pense notamment à des poèmes de Maïakovsky sur le sujet. Alors, un des points importants, tout à fait nodal, de cette réforme impulsée par les Américains, c'est que la rationalisation de l'agriculture s'est faite sous la forme de ce que j'appelle un collectivisme capitaliste. C'est-à-dire que Rosenberg et Rosen ont regroupé les parcelles agricoles pour en faire des espaces plus performants, pour les rotations des cultures, pour le travail de la mécanisation. Et donc il y a eu une forme de collectivisme technologique et de collectivisme capitaliste. Et ça, c'est tout à fait important. C'est tout à fait important parce que ça leur a permis d'arguer vis-à-vis du régime que non seulement c'était une réussite, mais que le modèle même de la colonie était finalement assez proche du modèle idéal du kolkhoz soviétique. Parce qu'il y avait effectivement cette curieuse homologie de structure et de fonctionnement entre le modèle kolkhozien voulu par les dirigeants bolcheviques et le fonctionnement des colonies juives agricoles de Crimée. C'est un phénomène tout à fait curieux et tout à fait important. Pourquoi il fut important? C'est parce que il permit justement de protéger les agriculteurs juifs de Crimée au moment de la pire répression stalinienne. Parce que les dirigeants du Joint n'eurent pas de difficulté à démontrer que les colonies agricoles de Crimée n'avaient rien à voir avec l'agriculteur traditionnel, parcellaire, des agriculteurs aisés, mais qu'au contraire, qu'ils étaient un modèle avancé des attentes du régime et que dans le contexte du stakhanovisme, du productivisme et de la compétition socialiste, eh bien, ils étaient en avance. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que cette couche du Joint a fonctionné historiquement comme une sorte de tampon intermédiaire et relativement protecteur entre d'un côté les velléités d'interventionnisme de Moscou et de l'autre côté la réalité rurale locale. Et donc, ça a une conséquence, notamment, je fais une incise en termes de théorie politique ou théorie sociologique, parce que ce cas de Crimée est une critique d'une vision naïve du totalitarisme soviétique. On considère traditionnellement que le totalitarisme, c'est une sorte d'imposition monolithique, verticale, du centre sur la périphérie. En réalité, le cas de Crimée, même à la pire époque stalinienne, même après 1936, eh bien, il y avait une autonomie de fonctionnement parce que, justement, il y avait une sorte de régulation locale émergente produite par le Joint qui ne fonctionnait pas du tout comme un relais ou comme une courroie de transmission du pouvoir central. Et ce qu'on s'est aperçu aussi du même coup, en ouvrant ces archives-là, c'est que du point de vue des Juifs,
les Juifs de Crimée étaient beaucoup plus protégés que l'ensemble de la judéité soviétique, même dans les villes traditionnelles des Juifs qui étaient Moscou et les villes de l'Ouest. Il faut savoir que la plupart des rabbins s'étaient opposés au projet de colonisation agricole juive en Crimée, au prétexte que ça éloignerait les Juifs de leurs espaces traditionnels d'études. Seul Menachem Schneerson, le rabbi de Lubavitch, avait fait une évaluation positive de ce projet en termes de potentiel religieux. Il avait fait le pari d'une certaine émulation juive avec cette idée que ce regroupement communautaire, en tout cas agricole, en petite communauté, favoriserait une certaine émulation de la vie juive. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait frappant, c'est que même à partir de 1936, au moment où la judéité soviétique est décimée, où il y a les procès de Moscou, où un véritable antisémitisme d'État se met en place, eh bien, dans les colonies juives de Crimée, on respecte Shabbat, les vacances juives sont respectées, il y a des célébrations, des offices, notamment pour les grands événements de la vie juive, circoncision, mariage, deuil, etc. Alors que conclure de ce cas? Le point important, c'est de dire qu'il a existé donc, dans le cas criméen, ce que j'appelle un territorialisme juif sans État. Et que l'échec, parce qu'il n'existe plus, n'est pas dû à une faiblesse intrinsèque du projet, comme on pourrait le croire de manière rétrospective. Il y a deux raisons à l'échec du projet criméen. La deuxième raison, elle est évidente, et j'en parle en premier, même si elle est chronologiquement plus tard, c'est évidemment l'invasion nazie à partir de 1941, qui sera le coup de grâce aux colonies de Crimée. L'attaque nazie en 1941, puis l'extermination des Juifs de l'Est, fera que les colonies juives n'existeront plus. Il y a une première raison, qui est plus précoce chronologiquement, qui est le changement de politique étrangère de Staline. C'est-à-dire qu'à partir de 1936, Staline s'engage dans une politique isolationniste qui vise à assurer, raffermir les bases de l'Union soviétique, à vivre en autarcie et à se méfier de manière systématique de l'espion étranger, de l'impérialisme, etc. Et à ce moment-là, évidemment, le Joint est en difficulté, non pas parce que c'est une organisation juive, mais parce qu'elle est liée aux États-Unis. Et donc les cadres du Joint basés en Crimée se retirent et la structure de colonisation juive se trouve affaiblie. Mais là aussi, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a un remplacement donc des cadres de l'Agro-Joint par des cadres russes au service de Moscou. Mais pour autant, le projet de colonie agricole juive continue de fonctionner. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que quand on regarde d'autres exemples de la politique socio-économique de Staline, souvent le remplacement d'une élite par une autre est fait pour briser le projet de l'élite originaire. Là, pas du tout. Il y a remplacement des cadres du Joint par des cadres à la solde de Moscou, mais les colonies agricoles juives continuent à fonctionner même après 1936, et en 1938, on compte 86 kolkhozes juives en activité en Crimée, ce qui n'est pas rien. Et on estime globalement que les colonies agricoles juives ont fait vivre, ont vécu dans ces colonies environ 200 000 juifs du début des années fin jusqu'à 1941. Il y a une autre, dans cette politique isolationniste, mais je ne rentrerai pas dans ça parce que c'est une insiste par rapport à mon exposé. Qui dit politique isolationniste de Staline dit projet du Birobidjan. C'est-à-dire qu'il y a une substitution entre le projet criméen et le projet du Birobidjan, c'est-à-dire la volonté d'installer les Juifs, non plus en Crimée, mais tout à coup à l'extrême est de l'Union soviétique. La raison est tout à fait claire, c'est que ce n'est pas du tout lié à une revendication juive, c'est qu'aux alentours de 1935-1936, l'impérialisme japonais se faisait plus pressant, et effectivement, le Japon attaque la Mandchourie, pénètre en Mandchourie, et les troupes japonaises arrivent jusqu'à la rive orientale du fleuve Amour, c'est-à-dire au bord de l'Union soviétique. Or, précisément, cette partie orientale,
est désertée. Il n'y a pas de population. Et donc le projet de Staline est de peupler cette population-là pour protéger les abords orientaux de l'Union soviétique. C'est uniquement pour cette raison-là que le projet birobidjanais a été chanté. Et donc c'est dès le départ une stratégie d'État, une instrumentalisation policière du nationalisme juif. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode de chanter les louanges du Birobidjan. Marek Alter vient d'écrire un livre, L'inconnu du Birobidjan, qui chante le monde merveilleux de la Yiddishkeit au Birobidjan. Mais il faut quand même se souvenir que c'était une entreprise policière de terreur d'État dont les Juifs ont souffert terriblement. Alors voilà sur la question criméenne. Venons-en au deuxième sujet, la genèse du mouvement sioniste. Alors là aussi, prenons un moment pour reconstituer les éléments de contexte. Il faut voir qu'au tournant si on revient un peu en arrière, au tournant du 19e et du 20e siècle, d'une certaine manière, la question juive semblait dans l'impasse. D'un côté, en Europe de l'Est, les Juifs vivaient dans la misère et ou étaient massacrés. Je pense notamment au retentissement qu'a pu avoir un pogrom tel que le pogrom de Kishinev en Bessarabie en 1903, qui eut un retentissement non seulement parmi les communautés juives, mais parmi les gouvernements et l'ensemble des communautés du monde. Et d'un autre côté, on voyait ressurgir un antisémitisme dans les pays ouest-européens où on pensait la question réglée. Je pense évidemment à l'affaire Dreyfus et à ses conséquences en France. Et dans ce contexte-là, s'est mis en place l'idée qu'il fallait non pas regrouper et assurer la vie juive là où il se trouvait traditionnellement en Europe, comme dans le cas qui deviendra le projet criméen, mais au contraire, faire sortir les Juifs hors d'Europe pour les exporter vers d'autres territoires. Solution donc inverse, mais solution symétrique, au sens où dans les deux cas, il s'agit de regrouper les Juifs sur des terres et de remédier à la dispersion des communautés juives. Alors il y a dans cette perspective-là, il y eut deux projets que j'appelle impériaux. Impériaux au sens où ce sont des projets qui visent à exporter les Juifs sur d'autres terres. Le premier projet impérial, ce fut le projet du baron de Hirsch. Je passerai rapidement sur ce projet-là, je décris longuement dans mon livre, et je me centrerai sur le second projet. Mais rappelons quand même quelques éléments. Baron de Hirsch, grand philanthrope juif allemand, qui perd à la fin du XIXe siècle son fils unique Lucien, et à partir de là, il décide comme il dit, de faire du peuple juif tout entier son héritier. C'est-à-dire qu'il décide de consacrer sa fortune à la sauvegarde des Juifs. Alors il commence, comme Herzl, qu'il connaissait d'ailleurs très bien, à négocier avec le tsar, et comme la condition juive ne s'améliore pas en Russie, eh bien il fait le pari qu'il faut acheter des territoires agricoles en Argentine et y installer des Juifs. Et il va construire des colonies juives agricoles, notamment dans 3 espaces, qui est l'espace de Buenos Aires, la province de La Pampa et Entre Rios. Et vont s'installer là-bas des communautés juives. Alors aujourd'hui, ça semble un projet farfelu et incroyable, mais d'une part, il faut quand même rappeler que ça a permis de sauver des Juifs. Je pense notamment à l'ensemble de la communauté de Brisk, dont beaucoup de grands penseurs, de grands talmudistes venaient. Il a permis de sauver des communautés entières, des dizaines de milliers de personnes. C'est un premier fait. Et puis ensuite, il faut voir que ce n'est pas un projet aussi incroyable au sens où la jeune République argentine voulait justement peupler son territoire. Peupler son territoire, et donc elle faisait appel aux populations européennes, parce que du point de vue de la République d'Argentine, il s'agissait non seulement de peupler le territoire, mais de le civiliser. Il suffit de relire la Constitution argentine. Et civiliser l'Argentine, c'était importer des Européens, puisque les Européens étaient considérés comme étant des agents de la civilisation, par contraste avec les natifs indiens d'Argentine qui étaient considérés comme des sauvages. C'est d'ailleurs très intéressant de constater que dans le cas argentin,
l'intégration des Juifs s'est faite sur le principe de l'inégalité entre les peuples, puisque les Juifs européens étaient considérés comme étant supérieurs, alors que dans les pays européens, et notamment dans le cas français, l'intégration des Juifs s'est faite au nom du principe d'égalité des droits de l'homme. Donc on a là, par exemple, un contraste qu'il est intéressant de penser. Mais fermons cette parenthèse argentine et concentrons-nous sur le deuxième projet impérial, qui est le projet évidemment sioniste. Alors, projet intéressant, peut-être plus intéressant à travailler, à présenter ce soir, parce que plus actuel, donc plus sensible, et aussi plus complexe historiquement. En effet, on se rend compte qu'il y avait au sein du mouvement sioniste cette tension entre les territorialistes, qui visaient à installer les Juifs sur n'importe quel territoire, et une fraction, notamment dominée par les sionistes russes, qui étaient palestino-centrés et qui visaient à installer uniquement les Juifs sur le territoire d'Israël ou de Palestine, peu importe. Et que cette tension-là a conduit à la scission du mouvement sioniste en 1905 entre, d'un côté, Israël Zangwill, le fidèle lieutenant d'Herzl, Herzl était mort en 1904, qui conduisit les territorialistes, et le mouvement sioniste officiel, qui deviendra ce qu'il est et qui effectivement a réalisé sa visée d'installation en terre d'Israël. Mais ce qui est tout à fait frappant quand on refait l'histoire, c'est que si on veut bien retravailler cette tension entre territorialisme et sionisme, c'est que celui qu'on nous présente habituellement comme étant l'inspirateur de l'État d'Israël, le père fondateur, hein, Théodore Herzl, était en réalité un territorialiste. Dès 1896, c'est-à-dire dès l'écriture de son texte « L'État des Juifs », il suffit de l'acheter et de le lire, il laisse dès les premières pages pendante la question de savoir si les Juifs devaient s'installer en Palestine ou sur une autre terre. Et il cite le cas de l'Argentine, il le cite longuement, à l'instar du baron de Hirsch, et il vante les mérites de l'Argentine, se demandant si les Juifs ne devraient pas aller en Argentine parce que, dit-il, le climat y est plus tempéré et parce que les terres y sont fertiles. Premier élément. Deuxième élément, il faut rappeler, même si c'est peut-être dur à entendre, et même si on n'entend plus Herzl comme ça, parce qu'il y a eu un usage politique d'Herzl qui s'est construit après sa mort, c'est que Herzl était un pragmatique, et que l'urgence de la situation des Juifs de Russie, des Juifs roumains et des Juifs de Bessarabie le conduit à concevoir une solution plus réaliste que l'Argentine et plus immédiate que la Palestine. Quand on lit son journal, notamment en juillet 1899, lorsqu'on regarde ses lettres à Gustave Cohen, 1899, eh bien, il évoque non pas la Palestine, il évoque Chypre et il évoque le territoire d'El Arish en Égypte. Dans ses entretiens avec Lord James Henry of Hereford en 1902, il ne parle pas de la Palestine, il parle, là encore, il revient sur le projet de l'Argentine et de l'idée de suivre, d'une autre manière certes, mais de suivre le projet d'installation des Juifs en Argentine. Toujours en 1902, Herzl s'entretient avec Joseph Chamberlain, donc le secrétaire d'État aux colonies britanniques, et il lui revendique non pas la Palestine, mais Chypre et le territoire d'El Arish en Égypte. Il s'empresse même de construire une commission d'investigation en Égypte qu'il prévoit pour janvier 1903, au cas où Chamberlain lui donnerait le feu vert. Mais lorsque Chamberlain revient vers lui et lui dit, d'une part, que Chypre lui paraît utopique et que la situation égyptienne est compliquée, Herzl échange avec Chamberlain et Chamberlain lui propose un territoire en Afrique de l'Est. Et là, Herzl dit son intérêt, manifeste son intérêt et écrit aux dirigeants du mouvement sioniste, suggestion de Chamberlain, avancez immédiatement. Suite aux interactions entre Herzl et Chamberlain, des précisions arrivent sur ce fameux territoire d'Afrique de l'Est. Il s'agit d'un territoire entre Nairobi et l'escarpement
de mots. Et suite à l'intérêt manifeste d'Herzl pour ce territoire, eh bien, une offre britannique officielle sur ce territoire africain est faite à Herzl par Sir Clement Hill, le directeur du département des protectorats britanniques, le 14 août 1903. Alors, quand on regarde un petit peu un atlas, on voit que ce projet, qui est rentré dans l'histoire comme le projet ougandais, en Ouganda, est en fait situé au Kenya. Mais peu importe. Ce qui frappe tout de même, c'est que on est loin de la Palestine. Et que Herzl en personne se montre fervent enthousiaste. Ce qui est également intéressant, c'est que contrairement à une légende tenace, droit politique ne signifie pas pour Herzl indépendance politique, puisqu'il est prêt, à propos de l'Ouganda comme de tout autre territoire, à accepter l'idée d'une autonomie territoriale juive sous protection du drapeau britannique, sous forme d'un protectorat. Joseph Chamberlain en témoigne. Je cite de mémoire la livraison que Joseph Chamberlain écrit dans la livraison de décembre 1904 du journal The Times. Il dit « Nous étions entièrement d'accord par principe, le docteur Herzl et moi, pour faire en sorte que ce pauvre peuple en exil puisse s'installer sur une terre, soit sous la protection du drapeau britannique, soit sous celle de quelques grandes puissances. » Voilà ce que Chamberlain témoigne sur Herzl. Herzl, à ce moment critique, meurt en 1904, et le mouvement sioniste est profondément divisé sur l'acceptation ou non de l'offre britannique. Il y a d'un côté, je l'ai dit, le lieutenant de Herzl, qui défend l'esprit d'Herzl et qui se bat pour le projet africain. Et de l'autre côté, il y a les sionistes russes qui sont concentrés sur l'idée irréaliste à l'époque de la conquête de la terre d'Israël. C'est notamment Ouchichkin qui emmène les Russes et ils se révoltent, ils créent un comité d'Odessa dès 1902 pour s'opposer à la direction d'Herzl. Quand ils s'opposaient, c'est s'opposer également avec une certaine violence. Je rappelle l'attentat perpétré par un jeune étudiant russe, Zelig Luban, contre Nordau, un grand sioniste, qui tire avec un pistolet lors d'une réunion sioniste sur Nordau en criant « Mort à Nordau l'Africain ». Il rapide sa cible. Voilà quel était l'état du mouvement sioniste entre 1902 et 1904. Et c'est finalement lors du 7e mouvement congrès sioniste qui se tient à Bâle, du 27 juillet au 2 1905, qu'il faut prendre une décision finale au sujet de l'Ouganda. Ce projet est rejeté par une courte majorité du mouvement sioniste et c'est là où s'opère la scission entre Israël, Zangui et les territorialistes qui créent l'ITO, la Jewish Territorial Organization, et le mouvement sioniste officiel emmené par les Russes, Wolfson puis Weizmann, avec le projet qui est devenu le projet que l'on connaît. Alors, comment conclure ces deux expériences parmi d'autres? Quel est finalement leur intérêt? Premier intérêt, il y en a deux. Le premier intérêt, me semble-t-il, c'est évidemment un intérêt historique. L'idée de retravailler, de revisiter ces histoires-là, c'est une manière de redonner vie à ce monde disparu de la Yiddishkeit, de rééclairer des histoires qui ont été oubliées. Je l'ai dit, le cas de la Crimée est oublié, le cas de Birobidjan, on en connaît quelques rudiments ou quelques fantasmes, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, si je prends le cas de Birobidjan, aucun travail sérieux n'a été fait depuis les années 70 en France, par exemple. Dans le cas de l'Argentine, on connaît évidemment le nom du baron de Hirsch, parce qu'une ou deux écoles portent le nom du baron de Hirsch ou de son fils Lucien, mais connaît-on vraiment son action concrète en Argentine? Me semble que non. Et pour cause. Sur la question de la territorialisation juive, l'ensemble du mouvement juif
l'ensemble de l'historiographie du monde juif s'est concentré sur la question du sionisme et de la construction de l'État d'Israël. On faisait une impasse sur les expériences précédentes de territorialisation juive. Comme le disait Walter Benjamin, l'histoire est construite par les vainqueurs. Et les intérêts pour telle ou telle histoire est également déterminée par ceux qui sont vainqueurs ou ceux qui ne le sont pas. Et quand l'intérêt pour l'histoire rejoint l'intérêt pour un État, il est au service de la méconnaissance et de l'illusion téléologique selon laquelle le mouvement sioniste originel aurait été, dès le début, monolithiquement orienté vers la visée unique d'une installation des Juifs sur un État, la terre de Palestine. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit ce soir et comme je l'explique dans mon livre. Et par ailleurs, il a existé des expériences tangibles, même si elles sont précaires, de territorialisation juive, c'est-à-dire d'installation de juifs sur des terres sans indépendance politique. La Crimée est un exemple, l'Argentine en est un autre. Deuxième élément de conclusion, c'est que finalement, au-delà de leurs différences, territorialisme à la de Hirsch et sionisme herzlien puis d'inspiration russe se rejoignent dans leur volonté commune de territorialiser les Juifs, de regrouper les Juifs sur des territoires circonscrits. C'est une manière finalement de remédier, de corriger la dispersion juive. Au-delà des différents personnels qui ont posé Herzl et Hirsch, les deux partagent ce même socle tacite de convergence qui est d'en finir avec la dispersion juive, ou du moins il témoigne un même manque de souci, ou un même non-souci, une même indifférence pour la question de l'exil chez les Juifs. Je rappelle ici une évidence qui est qu'avant le XXe siècle, il ne serait venu à l'esprit d'aucun juif, en tout cas d'aucun juif de la tradition, que face au massacre et à la persécution, et quand bien même on verserait notre sang comme de l'eau, comme disait le maréchal de Prague, la conquête collective de la Terre Sainte serait autorisée et l'érection d'un État sur cette terre permise. Il suffit, pour se rendre compte des coordonnées du problème, de lire ce qu'il dit, les trois serments, dans le Talmud, Ketubot 111a, où il est exigé des Juifs, d'enjoindre les Juifs, rentrer dans la discussion sur les trois serments si vous le souhaitez, de ne pas quitter la situation d'exil et de ne pas monter en masse, de monter ensemble en force en Terre Sainte. Mais c'est là notre histoire refoulée, je dirais même fort close, par l'invention du sionisme religieux. Puisse le rappel des précédentes expériences de territorialisation juive nous éclairer et en tout cas nous faire mesurer l'abîme qui sépare l'existence extraterritoriale du juif et la situation des juifs comme seule diaspora éloignée de sa terre. Je vous remercie.